Bon, bonjour Selma, Salut! comment ça va? Bien, merci de m'accueillir encore. Toujours, encore, t'es très demandé, donc on continue de t'accueillir. L'idée d'aujourd'hui, c'est de parler de comment on génère de l'ARR avec la meilleure mécanique possible d'alignement entre marketing et sales. Et le format workshop, donc très court, 30 minutes. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement commencer à aller à l'essentiel, donc te poser la première question. Qui est, selon toi, c'est quoi la base saine d'un marketing, en tout cas d'une approche sales marketing qui est vraiment intégrée, que ce soit en B2B SaaS. Généralement, je pense que c'est du B2B SaaS, mais oui. En général. Alors c'est marrant que tu poses la question parce que ça doit faire 10 ans qu'on se pose la question en vrai et qu'on n'a encore jamais vraiment craqué le truc. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu une recrudescence en ce moment de ce type de questions, tout simplement parce qu'il y a moins d'argent. Donc quand tu as moins d'argent, il faut que tu réussisses à avoir plus de résultats. Ouais. Et tu commences à te poser la question de tous ces gars payés hyper cher, qu'est-ce qu'ils me ramènent en vrai? Ouais. Et surtout, qui je kick en premier? Est-ce que je kick d'abord le sales ou d'abord le marketing? Puis le sales suit l'année d'après parce qu'il n'y a plus de pipe. Ouais. En général, c'est un peu... Et là, tu commences la longue spirale de la déchéance vers la fin de ton business. C'est ça. C'est un vrai bonheur. Mais oui, donc pour revenir à ta question, une approche intégrée, qu'est-ce que c'est? Pour en revenir à ça, c'est de ne pas être capable de définir qui est coupable ou qui est la bonne personne entre ton sales et ton marketing. Pourquoi? Parce que ça fonctionne tellement bien et de façon tellement conjointe, on va dire, que pour toi, c'est une seule entité et c'est une entité revenu. Donc c'est pas pour rien que j'ai changé de taf et que j'ai pris un taf de revenu aujourd'hui avec sales et marketing dedans, parce que pour moi, ça fait pas de sens de dissocier les deux et de les voir vraiment comme des séquences où le marketing va apporter son lead au BDR, qui va le convertir et l'apporter au sales, qui va, si tu as de la chance, convertir. Juste aucun sens. Ok, assez clair. Et selon toi, c'est quoi les freins qui font que cet alignement ne s'opère pas entre les départements? T'as la chose la plus évidente qui est les objectifs ne sont pas les mêmes. Combien de fois j'ai vu du marketing avec un objectif de génération de leads? Tu sais que quand j'étais chez DocuSign, donc il y a plus de 10 ans, ils nous demandaient tous les mois de générer 1000 leads. C'est complètement débile. Et je suis en mode, mais du coup, comment ça convertit? On s'en fout, juste 1000 leads. Ok, donc n'importe quelle qualité, ça passe. Ils sont en mode, oui, on s'en fout. Les BDR sont là pour traiter. J'ai jamais compris, mais du coup on générait 1000 leads pourris tous les mois, sans aucun problème si tu veux. Mais au final on ne faisait pas l'objet, c'est pas ça le concept. Et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on voit souvent, c'est que le marketing qui fait son chiffre et le sales ne fait pas son chiffre. Ça veut dire qu'il y a un problème sur la façon dont l'objectif a été set up. Et normalement ton marketing il devrait avoir deux objets, un qui est le revenu, et deux, de faire sa part sans ce grand waterfall de comment est-ce que j'amène du revenu jusqu'à l'équipe commerciale. Voilà. Donc ça c'est le premier gros objet. Encore une fois, enfin le premier gros problème, c'est le manque d'objets communs. Le deuxième gros problème, et ça on l'oublie beaucoup, c'est qu'on dit souvent que le sales est le client du marketing. Et je faisais cette connerie avant, de dire ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter immédiatement. Parce que qu'est-ce qui va avec ça? C'est que le client est roi, donc le client dicte ce dont il a besoin et le marketing fait ce que le client demande. C'est complètement stupide. Déjà parce que le sales, lui, est focus sur son objectif très court terme, son prochain quarter ou son prochain mois. Le marketing, lui, il pense à son ROI de tous les leads qu'il doit ramener sur les prochains mois. Donc forcément, ça ne va pas du tout ensemble comme objectif. Donc l'idée, c'est de se dire, le client reste le client, on va arrêter de se trouver des clients internes, et c'est une équipe qui est au service du client pour ramener le business le plus efficace, le plus scalable et le moins cher possible. Ok, très clair. Et du coup, comment on le fait en vrai, concrètement? Comment on aligne cette vision entre les équipes? On galère. Non. Déjà, ce que je conseille, mais encore une fois, je prêche un peu pour ma paroisse, donc tu apprends ça avec un grain de sel, mais c'est de créer une équipe revenu. Même si elle n'a pas de chiffre revenu officer, on s'en fiche, mais de considérer ça comme une équipe revenu qui va parler ensemble. Pas une équipe marketing et une équipe commerciale. Ça évitera déjà les petites guerres. C'est drôle parce que tu t'attaques direct à la terminologie, c'est-à-dire qu'en gros, si aujourd'hui dans des équipes, on bascule vers une terminologie pure revenu, c'est qu'en fait, c'est intéressant, c'est à travers la sémantique, on enlève, c'est du marketing, c'est du sales, non, c'est du revenu. Le sales parle revenu, le marketing parle revenu. C'est ça, en gros, ce que tu dis. C'est ça. Et surtout, du coup, l'objectif devient commun, c'est un objectif de faire du revenu, et on va demander à certains morceaux de cette organisation de faire des actions pour contribuer à ce revenu. Encore une fois, plutôt que de voir une chaîne, tu vois vraiment comme une sorte de boule, avec un objectif revenu commun. Et c'est bête, mais ce terme-là change tout. Parce que du coup, tu arrêtes de chercher un coupable et tu arrêtes de te retourner vers le mec qui est devant toi dans cette fameuse chaîne de revenus. Et c'est plutôt tout le monde, un exemple tout bête, c'est de se dire on doit faire 100 ce mois-ci.
comment est-ce que chacun peut contribuer à faire ce 100 ? Et chacun lève la main pour dire, nous, on peut faire un peu plus d'outbound. Donc la part d'outbound, on fait à peu près 20, peut-être monter à 25. Le marketing va dire, nous, c'est un peu tendu ce mois-ci. Par contre, les mois prochains, on va avoir une petite baisse d'activité. Peut-être qu'on peut compenser le mois prochain. Ouais. Donc la outbound, tu sais que tu devras en faire un peu moins le mois prochain. Peut-être on fait un peu plus ce mois-ci. Le BDR va dire, il y a plein de vieux leads à traiter. Est-ce que vous voulez que je les priorise, ceux-là ? Tu vois, et chacun, plutôt que d'être en guerre les uns contre les autres, c'est plutôt en mode, on doit faire 100. Comment on y arrive ? Qu'est-ce qu'on met dans la boucle ? Et parfois, c'est des initiatives même qui n'ont rien à voir avec les équipes revenus. Ça peut être, est-ce que si on baisse un peu le churn, on a un peu moins de revenus à faire ? Donc allons parler au CS. Tu vois, et encore une fois, ça évite les guerres, qui est vraiment la chose à éviter si tu veux aligner tout le monde. En fait, toute la boîte, ça devient une grosse équipe revenue. Mais en vrai, oui. C'est ça qui compte. Et du coup, ça veut dire que directement, ça ramène une vision commune à l'ARR. J'imagine que tout le monde suit. C'est ça que tu veux dire peut-être par la vision commune ARR. Tout le monde suit la même KPI ou tu penses à autre chose ? Non, c'est ça. Mais là, tu vas avoir un piège souvent, c'est qu'il ne faut pas penser qu'à l'ARR de cette année. Ouais. Parce que c'est un peu le biais, tu vois, de dire on fait le revenu de cette année. Non, il faut faire le revenu de cette année, celui de l'année d'après, celui de l'année encore après. Et c'est pour ça que c'est important justement que tout le monde travaille à ça, puisque c'est de se dire, ok, les 100 qu'on doit faire le mois prochain, ceux-là, on est à peu près sûr sur la façon dont on les fait. Mais dans 3 mois, on va aller chercher où les 110 qu'on nous demande. Et l'année prochaine, nous, on est... je sais pas, c'est un problème que j'ai souvent, c'est le marché arrive en bout de course. Tu as fait les 10% hyper faciles, tu t'es un peu pété les dents sur la grosse masse qui reste, et tu te dis, est-ce que vraiment je continue sur ce marché-là, que ce soit en termes d'ICP, de pays, de ce que tu veux, ou est-ce que je vais aller chercher bonheur ailleurs, dans un marché qui est plus simple à adresser ? Mais tout ça, encore une fois, ça s'anticipe. Et surtout, c'est pas que le marketing tout seul avec ses petits bras qui va y arriver. Il faut travailler avec le produit, avec les sales, pour faire des tests de marché, des choses comme ça. Encore une fois, tu changes de paradigme. Ok, très, très, très clair. Ce qui suit est notre format Marketer Moment, un podcast qui invite des leaders du marketing autour d'une thématique précise. Ce format, ainsi que d'autres, sont produits par Mathirs, société spécialisée en marketing à temps partagé. De la réflexion stratégique à l'exécution opérationnelle, nous mobilisons des directeurs marketing ainsi que des équipes d'experts pour résoudre des problématiques marketing les plus complexes. Je vous laisse regarder notre site web en description et je souhaite un bon visionnage. Rentrons dans le concret pour comprendre en fait comment on agit en interne, en termes d'équipe, en termes d'organisation. Si on parle maintenant, on parle d'équipe sales, d'équipe marketing, si on doit dimensionner un peu ces équipes-là, c'est quoi selon toi la méthodologie pour déterminer le nombre optimal de commerciaux par rapport à un objectif ARR, tout ça dans une salade, on appelle salade revenu, comme tu as dit. Alors c'est drôle parce que j'ai fait l'exercice il y a 2 jours avec une boîte justement qui venait de lever et qui avait l'impression d'avoir gagné plein d'argent. Et en fait, quand tu divises au nombre de gens nécessaires pour faire le revenu qu'ils ont anticipé, il ne reste pas tant d'argent que ça. Donc tu commences toujours par faire la même chose. Tu commences par voir le revenu que tu veux faire sur à la fin de l'année N, l'année N+1, l'année N+2. En gros, on va dire, tu as un cycle de vie de boîte d'environ 2-3 ans jusqu'à ta levée, ta renta, ce que tu veux. Mais tu te projettes sur 2-3 ans. Une fois que tu as défini ce revenu, tu vas définir de combien de gars tu as besoin pour faire ce revenu. Donc, très très basique. Si jamais tu es sur du SMB, tu vas plutôt viser un panier, tu vas plutôt viser une enveloppe de 300 à 400 K d'ARR, d'ARR par commercial. Si jamais tu es sur du mid-market pur, entre 400 et 500, et puis sur de l'enterprise, entre 500 voire 1 million selon la taille du deal. Ça déjà, ça te permet de définir que le salaire que tu vas verser à ton sales n'est pas déconnant. Voilà, parce que si jamais tu as besoin d'un sales pour qu'il te ramène 100K à l'année, il va à peine se payer, ça ne sert donc à rien. Voilà. Donc ça te permet de voir une sorte de volume de personnes. Ensuite, il faut regarder si le capacity check est fait. Est-ce que quelqu'un est vraiment en capacité de faire ces 300 000, 400 000, 500 000 Et là, tu vas regarder 2 choses. Tu vas regarder la durée de ton cycle de vente et tu vas regarder le montant moyen de ton panier. Un exemple tout bête, si tu as des deals à 100 balles, pour arriver à 300 000, il va en falloir un sacré paquet. Pourquoi pas, mais encore une fois, tu fais le volume. Ok, il me faut dans ce cas-là 3000 deals à l'année. Ok, cool. Est-ce que ça fait donc 300 par mois, grosso modo? Est-ce que j'ai la capacité de traiter 300 par mois? Probablement non. Donc ton capacity check, il est mauvais. Donc soit il faut que tu augmentes ton panier moyen, soit il faut que tu trouves une autre solution pour vendre, parce qu'avec un sell, ça ne marchera pas. Une fois que tu as fait un peu ce genre de capacity check de est-ce que je peux gérer ce volume d'opportunités, est-ce que ça donne le chiffre escompté, ça donne déjà une première idée du nombre de sales dont tu as besoin. La vérif finale, ça va être ton CAC ratio. En gros, au bout de combien de temps mon sales il est rentable.
Et ça, c'est en calculant le CAC ratio. Est-ce que tu peux nous le définir un peu juste pour que... Ça dépend de ton modèle de vente. On va partir d'un modèle vraiment typique. Ça, tu vends sur 3 ans. On va se dire que d'habitude, ta première année, elle paye l'ensemble de tes investissements sales et marketing. Ta deuxième année, elle paye ton infra, ton produit, enfin tout ce que tu peux imaginer, tes RH, voilà. Et la troisième année, c'est du bénéfice pur. Plus tu t'approches de cette base, plus tu as une croissance qui va être saine. Si jamais tu commences à exploser dès le début tes coûts sales et marketing, tu sais que tu es déjà dans la panade. Si tu arrives à 1 an et demi, 2 ans, je l'ai vu, 1 an et demi, 2 ans de revenus qui sont déjà cramés par ton équipe, ta croissance va être plus compliquée. Et c'est là que généralement tu vois des gens qui sont virés, réembauchés. Ouais, c'est le cycle sans fin. C'est ça. Je vois. Et du coup, si on pousse le sujet un peu plus loin, comment on pourrait calculer un ratio idéal entre BDR, en tout cas si on les détaille, entre les accounts exécutives, est-ce qu'il y a une manière un peu de bien structurer ça ? Oui, tu as des astuces. Encore une fois, ça ne s'applique pas partout, donc je ne suis pas responsable si vous faites des conneries. Mais en gros, ce qu'on se dit, c'est qu'un AE, en temps normal, il peut traiter à peu près 30 opportunités en simultané. C'est pour ça que c'est important, encore une fois, de parler capacity check, durée de cycle de vente, parce que si ton cycle de vente c'est 1 an, ça veut dire qu'il se farcit ces 30 opportunités pendant 1 an. Intéressant. Donc tu as intérêt soit à être capable de les disqualifier très très vite, et de façon à le garder concentré sur les opportunités intéressantes, soit à essayer d'augmenter cette capacité de gestion en lui donnant de l'aide. De l'aide, ça va être quoi ? Ça va être du solution consultant par exemple, qui va gérer ses démos. Ça va être en effet un BDR qui va gérer la partie prospection. Donc il y a un peu 2 écoles là-dessus. C'est le sales qui va être du full cycle, donc qui fait sa propre prospection, qui est tout seul face au client et qui clôture tout seul. Et tu as le sales qui est aidé. Et la façon de choisir entre ces 2 schémas, encore une fois, ça va être globalement le même coût total, mais c'est l'approche que tu veux et la capacité, le volume d'opportunités que tu veux le voir générer. C'est-à-dire que ta première approche qui est du full cycle, elle va être plus difficilement scalable. Elle va te coûter un peu moins cher au début, mais ça veut dire qu'à chaque fois, il va falloir que tu embauches et que tu stacks du sales. Avec la deuxième méthode, les coûts initiaux sont un peu plus élevés, puisque ton solution consultant, il a un coût, ton BDR, il a un coût, mais tu n'es pas obligé d'en embaucher autant que de sales. Donc tu vas pouvoir grossir plus vite et surtout onboarder ton équipe commerciale plus vite. Parce qu'un des gros problèmes, on le sait tous, c'est que trouver des bons sales, c'est difficile. Les former, c'est dur. J'ai vu des cycles de formation de 6 mois pour des sales, donc c'est-à-dire qu'ils ne ramènent pas d'argent la première année. Et qu'ils partent après aussi. Et qu'ils partent parce qu'ils n'ont pas fait d'argent la première année, donc c'est un peu un cercle vicieux. Et surtout, c'est mine de rien un salaire assez conséquent. Alors que si tu prends un sales et puis un BDR et un solution consultant, peut-être que tu peux closer autant que 2 sales, mais que globalement, ce sera le même coût. Et puis si après tu rembauches un deuxième sales, tu généreras autant que 3, que 4 peut-être. Donc c'est un modèle qui est relativement vertueux, encore une fois, si le panier moyen le justifie. Si on est sur mon fameux exemple de panier moyen à 100 balles pour 300 000 affaires, non, tu fais de l'abattage, tu n'as pas besoin qu'un BDR te prenne un rendez-vous avec quelqu'un qui va dépenser 100 balles. C'est intéressant parce que c'est une question qui revient souvent avec des fondateurs de boîtes SaaS avec qui je parle. Et effectivement, tu as des gens très convaincus dans leur approche, un sales gère tout. En tout cas, gère de A à Z ses comptes, et puis s'il faut plus, on rajoute. Et d'autres, c'est très siloté. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu le ramènes toi, en tout cas, il y a des arbitrages, mais aussi tu intègres des éléments du style, c'est quoi l'objectif que tu veux atteindre, c'est quoi ton panier moyen, donc de te prendre ça de manière un peu plus globale. Mais du coup, tu veux rajouter un truc ? Oui, parce que souvent, en fait, on fait je vais te donner le truc de pourquoi est-ce qu'on veut que son sales fasse du full cycle. C'est parce qu'on dit que la prospection, c'est la pire partie de son taf, et on trouve ça pas juste qu'il le fasse vu tout l'argent qu'il nous coûte. Sauf qu'en fait, c'est un mauvais raisonnement, puisque la prospection, ça coûte une fortune avec un salaire de sales. C'est pour ça qu'on a des BDR qui sont généralement des sales juniors, des sales to be, et qui apprennent la prospection. Et en même temps, déjà, ils te coûtent 3 fois moins cher, et puis 2, ils te rapportent un volume d'opportunités que ton sales n'a pas besoin d'aller chercher tout seul, et donc lui peut se concentrer sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire le closing. Tu connais un peu les 2 types de sales, tu vois, les prospecteurs et les closers. Et j'ai aussi eu des questions de plusieurs personnes, d'ailleurs c'est assez drôle ces dernières semaines, sur qu'est-ce que j'embauche, un prospecteur ou un closer. Et c'est des vrais sujets en vrai, parce que c'est pas du tout la même chose. Il y en a un qui va te générer 12 opportunités par mois, et l'autre qui va t'en générer 3, mais qui va les closer toutes les 3. Moi j'ai envie de dire, quand tu as le choix, prends un closer. Parce que Et tout le monde dit l'inverse. Ah ouais. Oui, intéressant. Mais oui, mais parce qu'en fait la prospection ça peut être pas cher. T'as pas besoin. Avec une mécanique BDR, marketing ou autre, tu peux faire, et même une stratégie très bas de funnel, demande de démo, tu peux en fait vachement simplifier et éviter la friction sur la partie pure prospection. Alors que closer, il y a personne qui sait faire à part le sales en vrai. Et personne n'a envie de le faire.
J'avais vu un truc il y a très longtemps et qui revient, qui utilisait le terme de finder, closer et développeur. C'est un peu les trois typologies qu'on retrouve après derrière avec d'autres termes. Et si je me rappelle bien, alors peut-être il avait tort ou raison, j'en sais rien, mais il disait que ce qui est dur, c'est... en fait, il parlait du closer comme étant quelque chose qu'on peut former, parce que voilà, c'est un skills, etc. Et qui rejoint un peu ce que tu dis, parce que c'est intéressant l'arbitrage versus tout ce que je vois sur le marché qui fait qu'on prend des SDR, on prend des gens qui phonent, alors que ce que tu dis, c'est qu'en fait, on peut aller chercher du pipe de manière automatisée, de manière un peu avec le marketing, parce qu'au final, tu vas me parler d'équipe revenue, donc j'ose pas dire maintenant d'équipe marketing, mais en gros, que toi, tu trouves vraiment une grosse valeur ajoutée d'un closer dans une équipe revenue. Et donc, entre les deux, c'est de choisir des closers. Oui, et pour une raison toute bête qui est que, en fait, le taux de conversion entre ton opportunité ouverte et ton opportunité signée, si jamais il est très haut, ça va demander beaucoup moins de travail en amont. Ouais. Et du coup, ça va te coûter beaucoup moins cher, puisque tu as besoin de mettre moins d'opportunités dans le pipe pour que ça transforme. Ou alors, tu as un gars hyper smart qui va rejeter tout ce qu'il sait ne va pas transformer. Mais du coup, ça va guider l'ensemble des acteurs justement de cette chaîne revenu pour apporter les bonnes opportunités. Et encore une fois, si jamais, ne serait-ce que tu augmentes le taux de conversion de 10% d'une opportunité à une signature, in fine, ça fait quand même vachement moins de leads en début de tunnel. Et encore une fois, souvent, la barrière est assez fluctuante entre les responsabilités marketing, BDR, sales, sur justement la partie prospection. Donc, si tu en as un qui est bien, qui fait tout, tant mieux. Mais si tu en as un qui est un bon closer, tu peux compenser. Si tu as un bon prospecteur qui ne close pas, tu ne peux pas compenser. Ok, très clair. Et du coup, j'ai pas répondu à ta question sur combien de BDR il faut, non ? Oui, le ratio, c'est plus une histoire de ratio, mais je vais répondre du coup. Mais l'idéal, ouais. Alors, en tout début, moi, je prends généralement un BDR par sales. Ok. Ce qui est extrêmement luxueux. Hein. C'est luxueux de fou. Mais pourquoi ? Parce que tu dois constituer un pipe de zéro. Ton BDR permet de faire ce ramp-up très très vite. Et encore une fois, normalement, quand ton sales est onboardé, hop, il a pas mal de petites opportunités assez chaudes qui l'attendent. Et donc, ça te permet encore une fois de gagner du temps. C'est la fameuse différence entre ce qu'on annonce, donc les wins, et puis le vrai revenu. Tu veux essayer de faire ces wins le plus tôt possible dans l'année pour déclarer le maximum de revenus possible. Voilà. Donc, ça t'intéresse. Le mois ou les 2 mois que tu pourrais perdre à ne pas prendre de BDR et attendre qu'il fasse sa prospection, en fait, ils valent très très cher ces mois. Et ils valent beaucoup plus cher que le salaire d'un BDR dans un objectif de croissance. Donc, un par sales. Une fois que tu es déjà, ça va te permettre aussi de voir un peu le volume que ton BDR est capable de rapporter et, in fine, le besoin de prospection du sales. Ce que j'adore faire, et c'est extrêmement sadique, c'est de dire en gros que l'objectif de l'équipe commerciale, c'est 80% de la somme des quotas, donc reste avec moi, et que marketing, BDR et tout ça apportent ces 80%. Ce qui veut dire qu'en gros, si tout le monde fait son taf, la boîte fait de l'argent. Si le sales veut vraiment faire de l'argent, débloquer des accélérateurs, etc., il faut qu'il prospecte lui-même. Comme ça, tu es tranquille. Toi, tu t'assures que quoi qu'il se passe, encore une fois, c'est un bon closer. Donc, quoi qu'il se passe, tu t'assures de faire le revenu dont la boîte a besoin. Et s'il veut un extra, il se débrouille. Ouais, c'est intéressant. Voilà. Donc, ça, c'est au début. Et puis ensuite, en général, tu as un peu une idée du potentiel qu'un BDR peut apporter. Et l'idée, c'est de réussir après à maxer les porteurs de quotas. C'est ce qui va t'apporter le plus de revenus en basant sur ses fondations. Par exemple, un BDR peut te ramener, en général, les standards, c'est on va dire 10 à 12 opportunités par mois sur du SMB, 8 à 10 sur du mid-market et entre 4 et 6 très quali sur de l'enterprise. Maintenant que tu sais ça, tu sais, puisque tu as bien fait ton capacity check, de combien d'opportunités un sales a besoin. Et après, c'est à toi de définir où tu vas les chercher. Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir un BDR qui fait à peu près un tiers de ce que le sales doit apporter. Ouais. Parce que du coup, ça te fait une sorte de sécurité. C'est un matelas, voilà. Oui, c'est un petit matelas très confortable, je trouve. On est dans le luxe. Voilà. Ok, super. À quel stade, du coup, une fois qu'on a mis en place des choses dans l'équipe revenu, à quel stade on peut commencer à embaucher des profils marketing un peu plus spécialisés, parce qu'au final, on commence à avoir une équipe sales. Généralement, le marketing au tout début, on fait un peu de tout. Mais à un moment donné, tu as besoin vraiment de la puissance. C'est quand le moment idéal? Qu'est-ce qu'on va aller chercher ça? Oh là, faut attendre un peu. Sinon, je suis vraiment pas du tout rentable. Non, au tout début,
Alors, je sais que tout le monde va dire, ouais, il faut prendre un marketing en première ressource et tout ça. Ouais. Alors, oui et non, parce qu'en fait, de facto, c'est souvent le founder qui est le premier marketeur. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est souvent lui qui a la maîtrise du pricing jusqu'à très tard dans le cycle de croissance de sa boîte. Okay. Parce que c'est des notions qui sont fondamentales. Donc, cette partie go-to-market et autres, même s'il ne le sait pas trop, le founder le fait. Et s'il ne sait pas le faire, il faut qu'il se forme déjà lui, avant même d'embaucher quelqu'un. Voilà. Donc, je ne suis pas pour embaucher du marketing tout de suite. Typiquement, si le besoin, c'est la moitié du quota. Je me permets de t'arrêter. Des fois, tu as aussi des founders qui sont plutôt sales, mais qui comprennent. Lui, il est très bon à appeler ou à contacter des boîtes et à vendre, effectivement. Donc, là, oui. Oui. Là oui, c'est le cas où oui. Pardon. Là oui, il peut. Okay. En fait, c'est un peu les deux. C'est soit tu embauches ton premier sales, soit tu dis que tu vas faire le taf de sales et tu embauches ton premier marketing. Okay. C'est un peu à toi de choisir là où ton cœur te porte. Mais en gros, tant que l'objectif, c'est la moitié du quota du sales, d'un quota normal d'un sales, encore une fois, pas besoin. Déjà, soit parce que c'est le founder qui le fait, soit parce que le sales a le temps de faire sa propre prospection en plus. Okay. Donc, tu n'as pas besoin vraiment d'avoir d'aide. Typiquement, quand moi j'ouvrais des pays, à partir d'un demi-quota, en gros, c'était entre 400 et 500 000 balles le pays, moi j'ouvrais pas. Enfin, pas de soutien marketing. Entre 400 000 et 1 million, je débloquais un premier BDR qui avait une sorte de double casquette qui était en effet de choper du meeting, mais aussi et surtout de faire un peu de l'analyse de marché. Okay. De me dire quels sont les verticaux où le message passe bien, quels sont ceux où ça ne fonctionne pas du tout. Donc en général, il faut prendre un profil un peu plus capé qu'un BDR normal. Okay. Donc soit un marketeur qui a envie de passer côté sales et qui fait du coup ça comme petit switch, soit un BDR smart qui a vraiment envie d'être sales mais qui est encore un petit peu trop jeune. Pourquoi ? Parce que cette connaissance te permet après de bien calibrer les efforts marketing. J'ai donné un exemple tout bête d'un pays où on s'était pété les dents, c'était l'Espagne, où on a pris donc un BDR, c'était une tactique, il prenait 12-15 rendez-vous par mois et était en mode waouh, génial, trop bien. Sauf qu'en fait, on avait sous-estimé la culture locale qui disait qu'il prenait facilement des rendez-vous mais qu'il closait jamais. Parce que le gars ne voulait pas dire qu'il n'était pas responsable du projet. Voilà, donc voilà. Donc, ça, on le retrouve souvent dans certains pays un peu du Sud. On va plus facilement prendre le rendez-vous, passer du temps, mais ça close beaucoup moins à la fin. Il y a toujours plus d'engagement, même dans les médias, social media, on en parlait tout à l'heure sur l'autre épisode. En fait, tu vas avoir du commentaire, de l'engagement, mais derrière, en fait, ça n'achète pas. Donc, oui, et ce qui est marrant, c'est que c'est l'inverse du comportement d'Allemands, par exemple, qui vont faire toutes leurs recherches de façon cachée, et quand ils te contactent, c'est qu'ils sont prêts à acheter. Donc, tu as l'impression pendant 2 ans que tu t'es planté sur le marché allemand, et là, les deals commencent à tomber, et tu ne t'y attendais absolument pas. C'est intéressant, ouais. Mais bon, bref, il faut quand même des standards, parce que sinon, on s'en sort jamais. Ouais. Mais oui, en gros, entre moitié et un quota, je mets une ressource BDR qui va s'occuper de la prospection, de façon à laisser aux sales le temps vraiment de closer, de travailler ses premiers deals en profondeur, parce qu'ils sont extrêmement structurants pour le marché. Oui. Aussi de remonter beaucoup de besoins produits. Parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais tu as souvent des features qui sont vraiment très product-like. Je donnais l'exemple de DocuSign, on s'est rendu compte qu'en fait en Espagne, ils voulaient de la signature avec des empreintes digitales. Okay, ouais. Alors que ça n'avait aucune valeur spéciale par rapport à... Mais c'était une habitude du pays. Donc tu n'allais pas le voir dans les documents officiels puisque ce n'était pas une obligation légale. Mais comme les gens y étaient habitués, il fallait pouvoir le fournir. Okay. C'est des choses bêtes, mais ça compte. Voilà, donc là, tu arrives à un quota complet. Donc je commence à mettre des ressources marketing après un quota complet. En général, donc au début, un généraliste qui va faire un peu ce qu'il peut. Et le rôle du généraliste va être d'identifier les tactiques qui fonctionnent. Ouais. En général, sans trop de surprise, c'est souvent le digital. Ouais. Donc ce généraliste, tu commences par lui backuper des agences ou des freelances qui vont faire les différentes spécialités. Et l'idée, c'est d'internaliser cette fonction lorsque le potentiel a été est clair et important pour l'entreprise. Un canal ou exactement. Okay. Ouais. Mais sur cette première phase de justement le cracking est en cours, n'embauche pas parce que si tu te plantes, ça te coûte cher en prud'homme derrière. Sur nos amis français. Et aussi, tu te trompes de typologie de profil. Oui. Donc souvent, c'est pour ça que souvent aussi on prend un growth, c'est un profil qui va un peu être couteau suisse, touche à tout en étant un peu, pas toujours geek, mais un peu trifouiller différents canons. Donc, c'est beaucoup d'expérimentation, ce qui est un peu l'ADN du growth. Okay. Oui, et du marketing. On flague sa growth parce que c'est cool et que c'est nouveau. Cool mais on appelait ça inbound il y a 3 ans. Et puis... Ça change, maintenant on parle de RevOps, tout d'autres trucs, mais je suis d'accord. Super, et du coup, si on peut nous avancer un peu sur le séquençage, à quel moment, donc, parce que tu parlais du généraliste, et à quel moment on va vers quelqu'un dédié à la lead generation, concrètement ?
on va dire au-delà d'un quota. Ok. C'est-à-dire que, je sais pas, imagine ton quota c'est 500 000 balles par sales. 500 000, t'as pas besoin de spécialiste. Si tu commences à taper dans du 800 000, 1 million, tu vas donc embaucher ton deuxième commercial. Il va falloir donc les alimenter tous les deux. Voilà, Et ton BDR ne va plus suffire, donc il faut trouver d'autres façons de les alimenter. Et là, encore une fois, c'est un choix. C'est soit tu te dis, ils se débrouillent, ils font leur prospection. Après, tous les gens adorent escalader l'Everest par la face nord, pourquoi pas. Soit tu te dis, on leur simplifie la vie et on va mettre des activités d'acquisition, et donc du marketing. Et encore une fois, tu commences par une agence, tu montres que ça a craqué, tu internalises. Ok. À quel moment tu te dis après tout ça que c'est le moment d'accélérer l'équipe commerciale, de l'étoffer, de la consolider parce que j'imagine que c'est pas qu'une question de un palier, un gars, genre sinon c'est trop facile, j'imagine que c'est un... Alors franchement, c'est pas si compliqué. Ah oui. En gros, c'est à quel point tu arrives à les alimenter. Ça sert à rien d'embaucher un gars pour qu'il fasse, encore une fois, moi je suis pas dans l'optique de il fait tout sa propre prospection lui-même, donc si jamais t'as pas assez à lui donner pour qu'il puisse faire au moins une grande partie de son quota sans avoir à faire de prospection, ça sert à rien d'embaucher. D'où ma fameuse règle. En fait, c'est pas compliqué. Ce que je te disais, c'est que tu dois fournir 80% du business des commerciaux. Quand tu arrives à leur donner 100%, donc ils n'ont plus besoin de prospecter et qu'ils n'ont plus qu'à attendre assis sur leurs fesses, et tu embauches quelqu'un d'autre pour renouveler. Et en fait, ça va bouger ta façon de voir la traction apportée. Avant, ce qu'on faisait beaucoup, c'est on embauchait des sales parce qu'on avait une target hypothétique et après on cravachait sur le marketing pour qu'ils fournissent assez pour fournir le sales. Non, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est regarder quel est ton potentiel max de fourniture de leads et tu embauches assez de mecs pour traiter ça. Le principe, c'est que le bottleneck et le commercial, de toute façon, ce sera toujours le commercial. Donc, il faut juste lui donner assez pour le nourrir. Quand tu as trop, tu trouves une autre bouche à nourrir. Ok, c'est logique. Maintenant, en fait, en termes de canaux, j'imagine qu'il y a toujours cet arbitrage ultime que tout le monde passe sa vie à essayer de bien l'organiser, le mixer. Entre outbound et inbound, comment on détermine un peu... alors j'imagine, on a craqué des canaux, on a vu un peu ce qui marche, mais à un moment donné, on est toujours obligé de faire le all-bound, comme certains disent. Donc, t'es obligé... Mais comment je le modère, sachant qu'au final, il y a des canaux qui sont très marketing et des canaux qui ont plutôt une ADN sales. C'est quoi ton avis là-dessus ? Mon avis, c'est d'aller là où c'est au plus simple. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en général, tu vas le mettre le marketing sur les canaux les plus généralistes possibles, là où tu as la possibilité de faire du volume. Et tu vas garder les mécaniques d'outbound sur des viviers, des buckets de gens que tu sais sont extrêmement intéressants. Je vais donner un exemple. Tu vends une solution, tu vends des baskets à des boîtes qui doivent fournir des baskets à leurs gars. Comme ça reste B2B. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire des campagnes marketing généralistes sur l'ensemble des gens qui potentiellement ont des gars chez eux qui portent des baskets. Et tu vas dire, attends, je vais plutôt cibler les clubs de sport. Et puis, dans un tout autre domaine, pourquoi pas les boîtes de sécu qui ont besoin d'avoir des gens qui courent vite après les voleurs. Question très courte. Donc, tu as identifié ces deux buckets. Ça, tu vas les traiter en outbound avec des listes de comptes nommés, des BDR dessus, des sales et autres. Et eux, ils n'ont pas, entre guillemets, le droit d'aller toucher à d'autres cibles. Par contre, tu as des gens qui vont avoir ce même besoin d'équiper leur gars de basket dans plein d'autres domaines. Et ça, c'est le marketing qui va te faire tes campagnes. Et lorsque le marketing va se dire, c'est marrant, là, j'en ai 15 d'un coup qui viennent, tiens, c'est l'équipementier des JO. C'est cool. Et là, en effet, tu fais ta campagne. Mais c'est un peu ce genre de travail permanent du marketing, d'identifier les prochains buckets à aller travailler en outbound et qui se sert de l'inbound pour ce faire. Mais je vois un parallèle avec ce que je vois aussi sur le terrain, c'est cette démarcation tier 1, tier 2, tier 3. Est-ce que c'est, au final, c'est un peu ça ? Est-ce que peut-être le rôle d'un CRO, c'est de dire, OK, parce que tu parlais tout à l'heure du marketing fait du volume, on file au marketing le tier 3 et le tier 2, j'en sais rien, et le tier 1, ceux qu'on veut vraiment... Voilà, on va aller les chercher peut-être avec l'outbound, hyper ciblé avec des sales. Est-ce que c'est ça ou... Alors ça, c'était ma première vision, puis je l'ai fait un peu évoluer parce que j'ai grandi depuis. Fais-moi grandir. Non, en fait, je rapproche ça maintenant beaucoup du positionnement et surtout de la facilité d'attraper les différents buckets en prenant en compte d'autres notions que le pur commercial qui sont par exemple le produit. Est-ce qu'on a des feature gaps qui vont nous empêcher de closer ? Parce qu'en fait, quand on a cette approche, tu sais, c'est le fameux 10, 20, 70, les sales se concentrent sur 10%, BDR 20, RS 70. Le truc, c'est que tu vas avoir des signaux qui vont être des signaux de création d'opportunités. Mais le temps d'avoir des signaux de clôture et de win, tu as perdu 6 mois. Donc maintenant, je change un petit peu ça en se disant, on va se poser avec le produit, avec les sales, et de se dire, bon, OK, sur tous les verticaux, tu peux choisir tes ICP comme tu veux, des verticaux, des tailles de boîte, des machins, quel est le potentiel sur ce bucket ? Quelle est la facilité d'y aller ?
à quel point c'est proche de notre ICP, c'est-à-dire à quel point on le close facilement. Et s'il y a des gros feature gaps qui sont identifiés, est-ce qu'à l'inverse, on a des features waouh qui sont vraiment chouettes chez nous. Et tout ça te donne une sorte de score global de ton bucket, et après tu tries les buckets, et surtout tu les positionnes dans le temps. Ce qui te permet aussi de ne pas t'épuiser sur un bucket où tu sais que tu n'es pas bien armé. Donc ça change un peu cette vision, parce que ça veut dire que même le marketing ne va pas y aller, parce qu'en fait, si on ramène des leads sur un bucket auquel on ne répond pas pour l'instant, alors qu'on sait qu'en attendant 6 mois, on va répondre, et ben on va l'exclure. Donc ça devient un peu plus fouillé que ça, où les 70%, en fait, on va un peu, donc voilà, 10% top, c'est vraiment ICP hyper chaud, le produit il est nickel, sales. 20%, c'est ça va à peu près, on pense qu'on a de bonnes chances de closer, vas-y. Et dans les 70%, on va le redécouper en ceux-là, on les veut dans 6 mois, ceux-là, on les veut pour l'année prochaine, et tu as des strates adaptées à pour quand tu les veux. Et du coup, tu mappes tes actions de haut de funnel en bas de funnel en fonction du moment où tu les veux. Ok, super. Comment on gère une feedback loop quand on fait ces différents arbitrages, en sachant que voilà, c'est une équipe où il y a des profils qui vont plutôt être évidemment très sales, d'autres très marketing, parce que, et tout ça dans une soupape, on va dire, d'équipe revenu, mais comment on gère un peu les retours de chacun peut-être, est-ce que c'est le CRO qui fait ce travail-là d'alignement constant, et comment on gère ça? Alors nous, on le fait toutes les semaines. C'est-à-dire, on a vraiment très détaillé les lead sources, etc. Se dire, par exemple, pour amener 100, le marketing, les demandes de démo, ça doit faire 20, et puis les essais de produits, ça doit faire 20, et puis l'intent bas de funnel, ça doit faire 20. Enfin, on a énormément découpé de métriques pour être capable d'identifier celles où justement on est très au-dessus, très en dessous, là où on a une marge de manœuvre et autres. Ça permet d'identifier, par exemple, que je sais pas, sur les essais gratuits de la solution, les sales ne savent pas très bien les traiter. Ou alors, à l'inverse, qu'un taux de conversion est super sur les demandes de démo, parce qu'en effet, ils se jettent dessus et que c'est génial. Et avoir tous ces buckets, chaque semaine, en fait, on revoit et on identifie les gaps par rapport à la normale. Ça va être, par exemple, sur le SMB en France, on a très peu de demandes de démo, et toutes celles qu'on a, c'est du retail, ça ne nous intéresse pas trop. Voilà. Et du coup, avoir cette analyse très fine permet de se dire, bon, ok, qu'est-ce qu'on a dans le pipe en activité marketing qui devrait renforcer là-dessus? Ah, il n'y a rien, est-ce que vous pouvez vous retravailler votre copie et faire des actions bas de funnel? Mais ça marche que si l'inverse est vrai. S'ils arrivent en disant, l'Allemagne, mid-market, génial, on n'a rien besoin. Ok, c'est cool, ça veut dire qu'on sait qu'on a la ressource marketing Allemagne. Si on a besoin d'une mission supplémentaire, elle va être capable de la porter. Parce qu'a priori, tout va bien sur son marché, il n'y a pas besoin de volume supplémentaire. Mais toujours à chaque fois, le point vraiment, c'est la capacité du sales à absorber le volume qu'on lui envoie. On ne lui envoie que ce qu'il est capable d'absorber, pas plus, pas moins si on peut, mais pas plus. Voilà. Très clair, du coup, si on veut parler de campagne et un peu de tactique mise en place, quand on veut aujourd'hui, parce qu'on est en 2025, la fête est finie, comment on arrive un peu à déterminer le meilleur ROI de toutes ces actions-là pour générer de l'ARR, en sachant voilà, qu'on est dans un contexte un peu spécifique, donc on calcule peut-être les choses différemment, on adapte un peu les choses aujourd'hui. Est-ce que toi tu as senti une différence entre il y a 3 ans Oui. Voilà. Mets-nous dans l'ambiance. Il y a 3 ans, de se faire acheter par des Américains, c'était un peu la fête, quoi. Donc, dans une autre vie, une autre entreprise. Mais bon, non, en gros, ce qui se passait avant et qu'on voit moins maintenant, c'était du gâchis. Tu sais, où tu n'explorais pas l'entièreté de ton canal parce que tu voulais en explorer d'autres. En fait, tu voulais montrer que tu faisais des choses et souvent, tu faisais des énormes campagnes marketing avec plein de slides et tout. Je trouve que, heureusement, enfin, je ne sais pas si c'est moi, mais on est sorti de cette période où on voulait montrer. Maintenant, la seule chose qui compte, c'est combien de thunes tu ramènes pour de vrai. Et donc, on va avoir tendance à beaucoup plus se concentrer sur des choses cœur de métier qui fonctionnent. Par exemple, un programme de nurture, c'est gratuit. Avant, on faisait programme de nurture pour cocher une case et puis on allait faire d'autres trucs. Non, là, ton programme de nurture, il faut vraiment qu'il crache. Tu penses jusqu'à ce qu'il sort des choses. Exactement. Et c'est ça pour tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu regardes vraiment l'euro de l'investissement supplémentaire que tu fais sur ce canal et tu redéfinis est-ce que ça vaut toujours le coup. Mon demande gen, on a fait cet exo qui m'a fait beaucoup rire, on a descendu tout le funnel avec le budget actuel en disant si jamais on fait tout ça, ton lead, il va être à, c'est un chiffre random, hein, les concurrents, n'écoutez pas, ça va être par exemple 10 balles le lead. Et là, il s'est décomposé, il dit mais j'ai pas c'est impossible 10 balles le lead. Je fais c'est l'argent qu'on a, donc tu te débrouilles. Pas dit comme ça, mais en gros, tu as 2 possibilités. Soit tu me travailles tes canaux de conversion pour avoir besoin de moins de leads, soit tu me trouves des leads pas chers. C'est toi qui vois, mais je veux un plan qui me dit quelle option tu choisis, pourquoi, comment, et du coup, qu'est-ce que tu recommandes comme activité. Voilà.
Donc c'est très différent en termes de mentalité. C'est parce que ça confirme un peu, je le vois de plus en plus, c'est qu'aujourd'hui on va moins aller vouloir explorer de nouveaux canaux pour les explorer, mais il y a vraiment un sens en fait je vais vraiment creuser soit mon master canal, soit en tout cas les canaux où il y a vraiment déjà quelque chose. Et donc voilà, ça confirme juste un peu cette mécanique. Et puis, qu'on voit un peu plus. Et de faire des tests pas chers aussi. Le nombre de fois où avant je voyais les gens qui disaient on va tester le salon, on prend un stand et tout. Non, maintenant tu prends un pass. La première année, tu envoies ton founder, il va regarder s'il rencontre des gens. J'avais compris, mais effectivement, j'ai toujours eu eu des retours de clients qui allaient dans des salons en guest et qui faisaient plus en tout cas, qui ramenaient plus d'opportunités que. Après, quand tu penses rester dans un coin, attendre que les gens viennent vers toi. Ça dépend de la dynamique du salon, mais c'est pas toujours effectivement la bonne logique. Est-ce qu'on peut, parce que tout à l'heure tu l'as abordé très rapidement, mais juste pour recentrer la question sur le côté synchroniser un peu les différentes actions de campagne marketing avec les cycles de vente, parce que, alors appelons ça tier 1, 2, 3, appelons ça potentiellement même, en fait, ramenons ça peut-être à la taille du deal, etc. Mais il y a une réalité, c'est qu'à un moment donné, on est obligé de s'aligner avec des sites de vente. Et il y en a, j'ai vu des SaaS qui vendent des trucs pendant 1 an, 18 mois des fois, pour enfin signer 3 ans. D'autres, c'est beaucoup moins. Et voilà, c'est un cycle de 6 mois. Comment on fait quand on a des cycles très différents ? Tu veux dire au sein de la même entreprise ? Alors déjà, prenons une entreprise, un cycle. Qu'est-ce qui fait ? C'est quoi la mécanique qu'un dirigeant ou un CRO ou en tout cas une équipe revenue doit mettre en place pour s'aligner avec le cycle de vente ? Est-ce que quand un cycle de vente, on fait des actions très différentes versus un cycle de vente très court ? Voilà, juste comprendre un peu la mécanique à mettre en place. Après, la question d'après qui était la même boîte, 2 cycles différents, parce que je pense qu'il y a aussi ces cas-là. Oui, on l'a beaucoup. Ouais. Alors, en fait, tout va dépendre du type de vente. Dans le cas d'une vente courte, c'est souvent une vente transactionnelle. Dans le cas d'une vente longue, on le sait tous, c'est très stratégique, tu as beaucoup d'acteurs impliqués et autres. Donc, quand tu dis ça, c'est-à-dire que c'est 2 mécaniques de vente, 2 process revenus qui sont complètement différents. Sur du transactionnel, tu vas faire des actions qui sont très, encore une fois, bas de tunnel. Tu as un besoin, a priori, si c'est transactionnel, c'est que tu as compris que tu as un besoin. On a une solution, on te répond. Donc, dans ce cas-là, on va vraiment déjà miser beaucoup plus sur l'inbound, parce qu'encore une fois, tu sais que tu as un besoin, et on va essayer de capturer la demande partout où elle va être. Okay. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un cycle de vente court, très facile. Le danger dans ces cas-là, c'est, vu que ça tourne, de ne pas penser au long terme, de ne pas penser à l'épuisement de ce fameux bucket de contacts faciles à choper. Donc ce que je recommande dans ces cas-là, c'est d'avoir en effet, pour 70% de tes activités, c'est ce flow de demande gen, de bas tunnel pour tes sales, mais de garder quand même 30% de ton temps et de tes efforts en tant que marketing sur des actions un peu plus long terme. Repenser ton site web, refaire ton SEO, faire des tests pas très chers ou gratuits lorsque ton canal principal va s'épuiser. Okay. Voilà. Sur des cycles de vente plus longs, on le sait tous, c'est beaucoup plus compliqué puisque tu as beaucoup plus d'acteurs dans la boucle et que surtout que la personne avec qui tu parles au début n'est généralement pas du tout celle avec qui tu signes. Donc là, tu as plusieurs possibilités. Soit tu te dis comme tout le monde et tu te pètes les dents comme tout le monde, que ton décisionnaire c'est avec lui que tu veux parler et tu n'y arrives pas parce que tu es une petite boîte et que lui est un grand décideur d'un grand groupe. Voilà. On met ça de côté. On sait que tu es réaliste et que ce que tu fais, c'est que tu vas chercher un champion qui va se battre à ta place en interne parce que tu règles son problème à lui. Et là, encore une fois, tu vas avoir une démarche qui est double. Tu vas avoir une démarche très, encore une fois, demande gen transactionnelle pour ceux qui sont conscients qu'ils ont un problème. Et là, en effet, c'est les mêmes canaux que pour la strat court terme. Par contre, tu vas devoir rajouter tous ceux qui n'ont pas conscience qu'ils ont un problème. Et là, il va falloir que tu remontes dans ton funnel, que tu te reposes les bonnes questions de comment est-ce que j'éduque sur ce problème-là. Et tu joues le temps long, c'est-à-dire que tu fais toute cette éducation-là pour préparer ton business de demain. Okay. Parce que ton bucket facile, il va s'épuiser beaucoup plus vite que dans le cas de la vente transactionnelle. Intéressant. Pour un peu finir vers comment j'analyse et j'optimise toutes ces actions-là, j'imagine, en fait j'avais une question sur le dashboard, mais tu vas me dire que c'est le CRM, parce que je connais ce genre de... Non, même pas. Même pas. Alors là, dis-moi, qu'est-ce que tu me recommanderais en termes de outils ou dashboard de suivi pour en tout cas traquer cette efficacité marketing et sales?
Alors, pourquoi je te dis qu'il ne faut pas aller dans le CRM? C'est parce qu'en fait, l'efficacité, moi, je la traque plus tard. Et on le voit avec toutes les boîtes qui ont des problématiques de churn, en fait. Ouais. Puisque si jamais tu te contentes de dire, moi, nous, on fait rentrer des choses, si ça repart au bout d'un an, bon, c'est bien, toi, tu es content, tu as eu ta com, mais c'est un peu tout ce que ça apporte à la boîte. Donc, l'importance de sortir de ça, nous, on utilise Metabase, par exemple, mais c'est que tu peux agglomérer des datas de plein de systèmes différents, et notamment d'avoir ce suivi des clients dans le temps. La feature qu'ils ont demandé, tu vois, pendant le process et que tu t'es embêté à développer pour pouvoir signer, est-ce qu'ils l'utilisent vraiment? Voilà. Combien tu as de users sur le compte? Est-ce que le compte il est à risque? Comment tu le conserves? Est-ce que l'usage montre que c'est des bons ambassadeurs et tu vas réussir à faire ton territory expansion au sein de ce compte-là? Voilà. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, c'est intéressant d'avoir ces outils tiers qui permettent d'avoir de l'information qui va bien au-delà de la vente. En gros, l'idéal, c'est une sorte de Metabase, donc utiliser par exemple Metabase et qu'il ait une vue unifiée pour que, j'imagine, autant le sales et le marketing, voire même le product, voient plus ou moins les mêmes KPI. Et c'est ça un peu ta manière, c'est de recentrer vers des dashboards unifiés et pas les sales dans leur dashboard sur le CRM, le product qui suit des choses sur leur, leur app analytique, etc. C'est Metabase. Oui, encore une fois, pour le quotidien, tu peux avoir ton outil. Tu sais, tu as toujours les KPI d'activité que tu veux traquer pour tes sales et tout, tu n'as pas besoin que c'est dans Metabase. Mais pour tout ce qui va permettre de définir des décisions stratégiques, encore une fois, le concept de base du revenu, c'est juste de définir quel est le prochain bucket qui va être facile à aller attraper. C'est aussi bête que ça. Et donc, pour avoir les infos qui permettent de définir quel est le prochain bucket, il te faut tout le cycle. Donc, il te faut un outil tiers. Ok, très clair. On n'a pas parlé des... qu'est-ce qui se passe si c'est la même boîte qui parle à deux... Ouais, c'est vrai, parce que c'était ça, mais vas-y. Et effectivement, tu veux qu'on fasse ça? Alors, je te la refais. Non, mais qu'est-ce qui se passe globalement quand on a ce use case qu'on voit dans beaucoup de boîtes où ils ont différents cycles de vente à l'intérieur même de leur process de vente? Oui. Alors, il y a deux approches. Soit tu fais deux équipes. Une équipe s'occupant d'un type de process, l'autre s'équipant de l'autre. Ok, tu les sépares? Alors ça arrive, et ça arrive surtout sur des boîtes qui faisaient du self-service et qui passent sur de la vente sales. Oui, je vois. Tu vois, je trouve quand même qu'à terme, tu rajoutes énormément de friction avec cette organisation, parce qu'il y a des sujets qui sont communs, genre le site web. Tu peux pas, et évidemment, c'est un gros levier d'acquisition pour les deux parties, donc tu te prépares énormément de galères. Ce que j'aime bien faire, encore une fois, c'est tu reprends de la hauteur et te dire sur l'ensemble du revenu, combien doit venir, de quelle source, et tu mets les efforts de la bonne façon au bon endroit. Mais encore une fois, tu retournes vraiment à ce centre et surtout tu te dis, bon, qu'est-ce qui est commun à tous et qu'est-ce qui doit être spécifique? Plutôt que de voir ça en silo depuis le début et dire, on fait ça, et puis nous, on va faire ça, et puis de ne pas communiquer. Non, tout ça, c'est à peu près pareil, et puis on va faire 2-3 trucs personnalisés à gauche et 2-3 trucs personnalisés à droite. Voilà. C'est aussi bête que ça. Très clair. Pour finir, du coup, je me posais la question, c'est que c'est sympa tout ça, mais tu m'as dit que c'est plus des weekly. Mais le weekly, c'est un peu des tâches du quotidien. Mais à quel moment vraiment, en tout cas, c'est quoi la fréquence selon toi idéale pour réviser sa stratégie marketing et sales, en tout cas son alignement, au-delà de ce truc quotidien? Oui, alors les KPI, on va se répartir ça, mais dans le fond, parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup de gens, j'en ai vu, ils font des réunions chaque semaine, ils sont là chaque semaine, ils sont pourtant très désalignés. Oui. Alors, l'alignement vrai, normalement, tu le fais au moins une fois tous les 3 mois, par trimestre. Tu peux mettre des fréquences d'1 mois, 2 mois, mais je trouve que ça commence à devenir un exercice un peu théorique. Après, tu passes ton temps à faire des decks. Voilà. C'est ça. Mais au moins une fois tous les 3 mois, tu te reposes encore une fois. Voilà, les choses importantes à faire dans cette réunion, c'est l'ordre des buckets, on en revient à la même chose, et pourquoi tu as choisi cet ordre-là et comment, et toutes les questions qui restent en suspens. C'est-à-dire quel gros projet on doit lancer. Mais encore une fois, on en revient toujours au bucket. Est-ce qu'on se dit demain, ça va être du partner marketing ou du customer marketing? Pour l'audience, définissons bucket, parce que peut-être qu'on a plusieurs termes. Un bucket, c'est juste un ICP. Un ICP défini qui... Voilà. Un bucket, c'est des gens qui ont le même ICP. C'est une typologie de client. C'est une typologie de client qu'on veut cibler. On mettra bucket en description. Je ne sais pas d'où ça sort ce bucket, je crois qu'on peut totalement s'en dispenser. Mais en gros, une fois que... C'est de l'IT, c'est de la tech, ils utilisent ce terme-là beaucoup. Voilà. Comme ça, on sait. Mais en gros, c'est de définir les différentes poches de business, si tu préfères, qu'il faut aller chercher les unes après les autres. Et se mettre d'accord sur cet ordre-là, parce que ça veut aussi dire renoncer. Et je pense que c'est ça qu'on oublie de faire et qui explique ce désalignement. Je fais faire à toutes mes équipes un exo que j'aime beaucoup. Tu connais le pizza game? Non. C'est basé sur le Kanban. Ok. En gros, qu'est-ce que tu fais? Tu mets des gens dans une pièce, tu leur dis vous allez faire des pizzas. Qu'est-ce que tu fais? Tu leur donnes des feuilles pour faire la pâte à pizza, tu leur donnes un stylo rouge pour faire la tomate de la pâte à pizza, des petits post-it pour les différentes garnitures, et de temps en temps un four pour qu'ils fassent cuire leur petite pizza. Ils se répartissent les tâches comme ils veulent, et puis ils font cuire les pizzas.
À la fin de ce premier jeu, qu'est-ce qui se passe? Tu vas te rendre compte que tu as quelques pizzas faites, plus ou moins correctement, et puis plein de morceaux de partout, du mec qui fait les garnitures et qui a pu en préparer 50 d'avance, le mec qui a fait les pâtes à pizza plein. Sauf qu'en fait, le bottleneck de tout ça, c'est ton pauvre gars avec son stylo rouge qui est en train de colorier les parts de pizza. Et du coup, tout le monde est sur son dos et est en train de chouiner parce qu'il ne va pas assez vite. Sauf que, une fois que tu as fait ce premier jeu, tu leur expliques qu'ils ont des points négatifs pour tous les morceaux qu'ils ont faits qui ne sont pas finis. Donc, deuxième round, ils connaissent maintenant l'entièreté des règles du jeu, et donc tout le monde adapte assez naturellement sa cadence sur le gars qui a son pauvre petit stylo rouge. Ok, c'est intéressant. Et tu fais cet exercice? Oui, là je l'ai refait parce que je viens de changer de boîte, donc je l'ai refait avec ma nouvelle équipe et c'était très très drôle en résultat. Mais pourquoi est-ce que je te raconte tout ça? C'est parce qu'on en revient à la même chose de... Il faut savoir renoncer. Tu n'as qu'un stylo rouge. Tu peux faire autant de morceaux d'ananas et de jambon si tu veux faire une hawaïenne que tu veux, tu n'auras pas plus de pizza parce que tu n'as qu'un seul stylo rouge. Et donc cette réunion tous les 3 mois permet de se dire, on adorerait faire du customer marketing, mais pour le faire, il faut une intégration entre le système client et le CRM, ça n'existe pas. La base, il faut qu'elle soit opt-in, ça n'existe pas. Il faut qu'on ait identifié les différents profils entre les users, les buyers et tout ça, on ne l'a pas fait. Donc on ne peut rien faire. Donc si on le priorise, c'est dans 3 quarters, parce qu'il faut que la tech ait le temps de régler le problème 1 le quarter d'après, et puis peut-être les CSM le deuxième problème le quarter d'après, etc. Le fait de te remettre ça dans la tête et de te rebaser sur la capacité des gens qui sont des bottlenecks potentiels de ton process permet étonnamment de dégager énormément de temps. Parce que tout ce temps qu'avant on aurait passé à dire on fait du customer marketing sur des actions qui n'aboutissent jamais ou avec des résultats très faibles, puisqu'il manque toute cette structure, et disparaissent totalement du quotidien. Et tu peux te concentrer sur un bucket qui est choisi et validé par tout le monde, de dire ce vertical, sur ce marché, avec cette taille de compte, là on est sûr, on est tous alignés, on a les bons outils, on a le bon discours, on a le bon produit, on sait comment vendre, donc on y va. Ok. Maintenant, je vais t'amener à une question de conclusion. Parce que tout ça est beau, mais au fond, comment s'assurer que chacun a une part d'ownership de tout ça? Parce qu'au final, l'alignement, c'est une mécanique, mais le ressentiment parce qu'en plus, maintenant, on voit tout ça dans une équipe revenue. Je développe un peu ma réflexion et comme ça, tu me dis ce que tu en penses. C'est que là où avant, on se bagarrait à fond parce qu'on était marketing, et face à des sales qui aussi, ils avaient un sens d'ownership de ce qu'ils font. Comment garantir un ownership, sachant que maintenant, beaucoup de choses sont diluées. Donc certes, c'est mieux, ça fonctionne mieux, puisque tu agis sur l'alignement, donc tu agis sur le RIP, tu agis sur l'optimisation des ressources. Mais au fond, est-ce que les gens sont vrais, en tout cas ils partagent cet ownership marketing et sales, ou en tout cas l'ownership de la règle comment ils arriveraient à le faire selon toi? Déjà tu leur redonnes du pouvoir. Rappelle-toi, si jamais on dit il faut faire 100, les gars qu'est-ce qu'on fait? C'est très différent d'arriver en disant il me faut 3 rendez-vous ce mois-ci parce qu'il faut que je nourrisse mon sales qui vient d'arriver. Donc si jamais tu donnes le pouvoir aux gens, déjà il a envie que ça marche parce que c'est son idée. C'est à lui de prouver que ça a bien marché. Et donc ça c'est la première chose, c'est de renverser, tu deviens accountable, mais tu as aussi le pouvoir de porter tes idées, de faire en sorte que ça aille jusqu'au bout. Voilà. Si tu te dis que tu prends 20 sur les 100, on s'assure que tes 20, tu puisses les faire. Voilà. Et la deuxième chose, c'est bête, c'est la thune. Non, mais l'incentive de... Oui, un demand gen, un marketing, il faut qu'ils aient un variable. Il faut que leur variable, il l'ait si le sales, il fait son chiffre. Point. Je t'assure que ça simplifie 90% des discussions. Et du coup, ça voudrait dire que... En fait, j'ai pas compris ça, que tu donnes un peu un variable aussi au marketing. Ah oui. Ok, on est d'accord. Toutes les équipes qui ont un impact sur le revenu ont un incentive sur le revenu. Ok, on va finir sur ça, parce que c'est de donner des variables à tout le monde. C'est plus en tout cas qui impacte le revenu. Oui, que tu ne donnes pas à ton designer, si tu veux. Mais le patron de ton glow, c'est un peu dommage. Très clair. Merci beaucoup, Selma. De rien, merci de m'avoir invité. Et à très vite.